mis en commun leurs moyens techniques, humains et financiers au service de cette race. Ils ont ainsi anticipé de près de 30 ans la réglementation et sont bien placés dans le cadre du nouveau règlement européen qui suscite tant d'interrogations. Nous serons avec le ministre de l'Agriculture, avec Stéphane Le Foll, à vos côtés pour favoriser les alliances entre vos structures et préserver la qualité et l'efficacité de notre dispositif zootechnique. Il est le fondement de la compétitivité et de la durabilité de notre élevage. Depuis la grande loi sur l'élevage de 1966, 50 ans, la recherche et la génétique française ont joué un rôle majeur et ça n'est pas suffisamment rappelé. Jusqu'aux années 80, les programmes de sélection ont visé une productivité maximale. Depuis les années 90, ces programmes ont su se réorienter pour faire face à la hausse des coûts de production dans un contexte de mondialisation des échanges, mais aussi pour répondre aux exigences sociétales en matière de sécurité sanitaire, de qualité des produits, de protection de l'environnement et, je n'oublie pas, de bien-être animal. Aujourd'hui, la génomique et les nouvelles techniques de sélection doivent répondre à l'urgence du dérèglement climatique et à la nécessaire limitation des antibiotiques. Elles travaillent pour cela sur la robustesse des animaux, leur longévité, leur résistance aux maladies, leur adaptation à des environnements plus fluctuants. Il faut se réjouir que la structure française qui s'y consacre fasse partie d'un consortium mondial. Cela permet de valoriser le technique, le savoir-faire et de faire économique, industrie de transformation, activité touristique et donc de maintenir des emplois. C'est vrai en particulier dans les territoires de montagne, ceux soumis à des contraintes naturelles. Défendre la diversité de notre élevage, c'est aussi valoriser un atout, c'est renforcer un atout pour nos exportations. Les races françaises permettent à notre élevage de rayonner dans le monde entier. Félicitons-nous de voir autant de visiteurs étrangers qui montrent aussi, bien sûr, et je les ai vus tout à l'heure, la qualité de leurs produits. Félicitons-nous donc, nous, de voir autant de visiteurs étrangers à une manifestation comme celle-ci, ou encore au salon bien connu de Cournou. Ce qui, bien sûr, parce qu'il faut être lucide, ne retire rien à la dureté de la situation actuelle. Nous en parlions avec des jeunes il y a un instant. Cette crise que traverse l'élevage français et européen. Je discutais avec un éleveur allemand qui me disait qu'il vit la même chose en Allemagne. Dans un contexte de forte baisse des prix du lait et de la viande. Des jeunes qui m'interpellaient tout à l'heure, qui aiment leur métier. Des jeunes lycéens, lycées agricoles, qui veulent faire de l'élevage, les métiers possibles grâce à l'agriculture, leur vie. Mais qui sont inquiets, bien sûr, parce qu'ils voient bien le contexte dans lequel se prépare leur avenir. Et si je suis avec vous aujourd'hui, pour clore ce congrès, mais après avoir visité ce salon, c'est aussi pour dire aux éleveurs que l'État et ce gouvernement ne les laisseront pas tomber. Nous agissons sur le terrain, aux côtés des éleveurs, pour apporter avec engagement, énergie, professionnalisme, je pense bien sûr à l'engagement du ministre, des solutions concrètes à leurs problèmes. Tous les leviers doivent être mobilisés par les professionnels et les pouvoirs publics. Et j'entends par là des mesures qui vont des simplifications administratives nationales à la pleine prise en compte de l'élevage dans les débats européens et internationaux, en passant bien sûr, et je sais que c'est un sujet ici en Lozère, par la lutte contre les prédateurs. 3 chantiers nous attendent et nous devons les mener ensemble. Il faudra d'abord impérativement réguler les marchés des produits agricoles. C'est le combat des agriculteurs qui savent les dégâts d'une volatilité excessive des prix. Et c'est aussi le combat que la France mène dans les enceintes internationales et à Bruxelles. Car la crise
de l'élevage n'est pas uniquement française, elle est européenne. Et j'ai eu l'occasion encore de le rappeler il y a quelques jours quand j'ai rencontré le collège des commissaires européens. Nous l'avons rappelé aussi avec le ministre Le Foll au commissaire européen en charge de l'agriculture. Nous avons besoin de régulation. Une vision ultra-libérale qui ne tienne pas compte de la réalité de l'agriculture de chaque pays, qui soit basée sur uniquement une concurrence frénétique, tuera nos agricultures et donc nos identités. Et je compte sur vous tous, et je parle ici à notre public international, pour alerter vos gouvernements sur l'importance de cette régulation. C'est la seule voie pour éviter la ruine des éleveurs et des régions entières. Et alors que nos idées, celles défendues par la France, mais par beaucoup d'agriculteurs en Europe, étaient jusqu'à maintenant minoritaires, dans une Europe et dans une commission dominée par les libéraux, je remarque que les choses sont en train de changer, que nous avons obtenu de nouveaux soutiens et nous avons encore évoqué avec le président de la République hier à Metz ces questions-là avec la chancelière d'Allemagne pour avoir également le soutien de l'Allemagne dans cette nécessaire régulation. La France est mobilisée pour rétablir l'équilibre du marché laitier européen. L'idée n'est pas de rétablir les quotas, même si ce n'est pas sous mon gouvernement que ces quotas ont été supprimés, mais d'encourager des mesures volontaires de réduction de la production. Des mesures qui ne seront efficaces que si elles sont financées par l'Union européenne. Et à ceux qui disent « nous ne voulons plus d'Europe, nous voulons sortir de l'Union européenne », ils se trompent. Ça serait évidemment pire, puisque nous serions alors dans un marché totalement ouvert. Et je sais qui seraient les victimes. Le Conseil européen a demandé à la Commission de faire vite sur ces sujets, et la France y veillera. Et nous sommes mobilisés, et je le suis tout particulièrement. Le deuxième chantier, c'est d'agir pour que les échanges internationaux ne se fassent pas au détriment de certaines productions et de certains territoires, comme celui-ci. La France, première puissance agricole d'Europe, je veux le rappeler, exportant le tiers de sa production, il faut également le souligner, connaît les avantages du libre-échange. Elle sait aussi qu'il faut en fixer le cadre. Nous serons donc très vigilants, très exigeants, très mobilisés, et nous n'hésiterons pas à prendre nos responsabilités dans les négociations avec les États-Unis ou les pays du Mercosur, en particulier en ce qui concerne l'élevage. Le troisième chantier, c'est faire que consommation de viande et lutte contre le changement climatique aillent de pair. Ce qui veut dire réduire les émissions de gaz à effet de serre, lutter contre les gaspillages, promouvoir une certaine sobriété. Nous avions traité de ces questions en marge de la COP21 avec Xavier Belin et plusieurs représentants internationaux. Votre profession a tout son rôle à jouer pour valoriser les territoires et aussi pour le stockage du carbone dans les sols, car c'est, vous le savez, une question fondamentale pour notre environnement. Agir pour les éleveurs, c'est enfin agir pour améliorer la vie quotidienne de tous ceux qui vivent dans les territoires ruraux et se sentent parfois souvent abandonnés, trop loin de tout, pas considérés dans le discours public. C'est pour cela que 2 comités interministériels, c'est-à-dire des réunions avec les ministres, 2 comités interministériels aux ruralités se sont tenus en 2015 à Laon, dans l'Aisne, puis à Vesoul, en Haute-Saône. Nous allons ainsi, d'ici la fin de l'année, déployer 1000 maisons de services au public sur tout le territoire, notamment en utilisant les bureaux de poste existants. Services de l'État, assurance maladie, assurance vieillesse, MSA, opérateurs de l'énergie seront ainsi, comme ils doivent l'être, accessibles partout. Ce territoire, ce département, compte 9 maisons de services au public, car vous savez qu'il faut se regrouper pour être efficace. La Caisse commune de sécurité sociale demande, que j'irai visiter dans un instant, en est le parfait exemple. Et on me disait il y a un instant qu'il y a un projet identique pour la MSA. Eh bien, l'État est prêt à soutenir. Madame la ministre qui suit attentivement ces questions ne manquera pas de le relayer.
Nous agissons aussi pour développer et garantir l'accès à la santé, en cofinançant 1000 maisons de santé, en encourageant par un système de bourse 1800 jeunes médecins à s'installer en zone rurale, en faisant qu'aucun Français ne soit d'ici la fin de l'année, la fin du quinquennat, à plus de 30 minutes d'un secours d'urgence. Et il ne suffit pas de prononcer des discours, il faut des preuves pour étayer cet engagement. Et donc en veillant, par exemple, au renouvellement, comme ici, à l'hôpital de Mende, de l'imagerie médicale. Je m'y suis personnellement engagé auprès de vous, monsieur le sénateur maire, auprès de vous, madame la présidente du conseil départemental. Le scanner a été installé en décembre dernier. L'IRM le sera en juillet. Le ministre de l'Intérieur a confirmé qu'un hélicoptère de secours couvrait le département pour les mois d'été, même si je connais votre demande, toujours à l'instruction, d'en disposer tout au long de l'année. Nous agissons donc pour développer l'accès aux services publics. Mais aussi, parce que là c'est un sujet majeur, l'accès aux nouvelles techniques de communication, car la téléphonie mobile et le très haut débit sont essentiels au développement des activités économiques. Nous mettons donc tout en œuvre pour qu'il n'y ait plus de zones blanches d'ici à 2017. Nous mobilisons en parallèle 3 milliards d'euros pour permettre aux collectivités locales de généraliser l'accès à Internet, et nous avons ouvert pour les territoires isolés ou de montagne plus de 150 000 connexions par satellite. C'est une démarche d'une ampleur sans précédent. Et ces questions seront au cœur du prochain comité interministériel aux ruralités que je réunirai au mois de mai et du projet de loi montagne, et je souhaite qu'il soit ce dernier débattu au Parlement avant la fin de l'année. Ce projet de loi s'inscrit dans la droite ligne de cette nouvelle France des territoires qui se met en place. Nous avons créé de grandes régions fortes, dynamiques, vous en présidez une, chère Carole. Nous avons aussi conforté les politiques publiques de proximité avec le maintien des départements et le développement d'intercommunalités. Et je veux saluer ici l'énergie, le sens de l'intérêt général des élus locaux et en particulier ceux des territoires ruraux. Je pense bien sûr à Sophie Pantel et Alain Bertrand que j'avais reçus il y a quelques mois à Matignon et qui sont les promoteurs, notamment vous, monsieur le sénateur, au Sénat, de l'hyper-ruralité. Mesdames, Messieurs, quand je vois ces territoires, ces beaux paysages français que je connais bien, mis en valeur par notre agriculture, quand je vois ces initiatives mettant à l'honneur une réussite collective, quand je vois tous ces talents prêts à faire avancer leur profession, je me dis qu'au-delà des différences, nous pouvons être fiers de notre pays et de son agriculture. Et vu de Mende, la France est belle. Et je le dis à nos amis étrangers qui sont avec nous aujourd'hui. La France est fière, honorée, Monsieur le Président, de vous accueillir pour ce 10e congrès mondial de la race brune. Et espère, dans quelques années, on laissera une place à nos amis américains, mais nous sommes prêts à vous accueillir une nouvelle fois. Et à mes compatriotes, comme à nos amis étrangers qui sont là, au fond, ici à Mende, ils voient bien ce qu'est la France, avec l'implication des élus. Et les élus, quel que soit leur bord politique, qui se chamaillent à Paris, et qui sont parfois capables, se chamaillent ici aussi, mais capables de se retrouver sur l'essentiel. Et c'est la force de nos élus. L'État, incarné par le préfet, que je salue et dont je veux souligner l'implication, parce que ici, l'État, ça veut dire quelque chose. L'État, ce sont des services publics. C'est la possibilité d'apprendre, de se soigner, de circuler. Et c'est un État qui est là protecteur pour la sécurité de nos concitoyens, à travers les forces de police ou de gendarmerie sur le département. C'est un État régulateur. Il y a toujours ceux qui tiennent des discours très libéraux, qui veulent réduire les dépenses de l'État, mais ce sont parfois les mêmes sur le terrain, et je les comprends, qui demandent plus pour l'hôpital, pour la gendarmerie, pour l'école, et qui demandent plus pour l'agriculture. Et au fond, vous avez un beau résumé de la France. La beauté de ses paysages, la qualité de ses produits, la force de ses agriculteurs,
la puissance de ces services publics, l'implication des élus. Et c'est ce modèle-là qu'il faut préserver, en le modernisant, bien sûr, en l'adaptant aux réalités du monde. C'est pour ça que les solutions aux crises nombreuses que traverse l'agriculture française, et particulièrement ces filières, bovines, laitières, porcines, sont des solutions que nous les apportons. Nous avons fait beaucoup, notamment à travers la baisse des charges. Mais nous devons les trouver au niveau européen, au niveau mondial, mais aussi par la restructuration des filières, parce que chacun doit porter ses responsabilités. Il y a quelque chose que je ne ferai jamais, c'est de tenir un discours de démagogie vis-à-vis du monde agricole. Ce sont des hommes, des femmes qui vivent la réalité, qui travaillent dur, qui se lèvent tôt, et à qui on ne peut pas tenir des discours de démagogie, et c'est parce qu'ils sont dans cette réalité. Voilà, mesdames et messieurs, la réalité de cette France. Et ici à Mende, vous pouvez être fiers de ce que vous avez engagé les uns et les autres. Alors à chacun, je vous souhaite une bonne fin de congrès, un bon séjour pour ceux qui ne connaissaient pas Mende, la Lozère et la France, et vous dire, monsieur le sénateur-maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, combien j'étais fier de pouvoir honorer cet engagement, cette promesse.